Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la sociologie est la discipline reine qui nous permet de comprendre la réalité et les effets du système éducatif. On en révise les bases aujourd'hui avec Patrick Rayoux, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on va réveiller notre culture générale cette semaine sur les expressions françaises. Question du jour, que signifie avoir les yeux bordés d'anchois? Expression assez imagée, je vous laisse deviner. Et réponse et explication bien sûr dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, les dysfonctionnements de la thyroïde chez l'enfant et leur lien avec l'alimentation. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Patrick Rayoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Paris 8. Et quand on parle d'éducation, on se retrouve rapidement, moi le premier, dans la même position que Monsieur Jourdain, faisant de la prose sans le savoir. On fait de la sociologie sans le savoir. Alors avec vous, on va reprendre les fondamentaux à l'occasion de la parution dans la célèbre collection Que sais-je d'une nouvelle édition de votre sociologie de l'éducation. Je crois que c'est la 3e. Et pour commencer, posons les bases. La sociologie de l'éducation, elle n'est en même temps que la sociologie moderne, avec Émile Durkheim, parce qu'il se passionne pour ces questions-là. Oui, tout à fait. C'est une des raisons, je crois, qui explique un peu le poids de la sociologie de l'éducation dans notre pays. Durkheim, en effet, à la fois, je dirais, alors n'invente pas la sociologie parce qu'on peut toujours trouver des filiations, et il y en a, mais en tout cas, l'assoit comme une science en tant que telle, notamment par rapport à la psychologie, etc. Il y a toujours des conflits un peu de champs scientifiques, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est chargé d'un cours d'éducation à la faculté de Bordeaux à l'époque, et qui va fortement arrimer ces deux aspects parce que pour lui, bien évidemment, l'éducation est une institution privilégiée par laquelle la société se produit et se reproduit. En tout cas, se reproduit, notamment dans ses aspects culturels. Donc, il a très fortement arrimé les deux aspects. Je crois que nous inscrivons tous plus ou moins dans cette tradition. Grand pédagogue aussi, très soucieux d'émancipation. Il y a quand même une posture, c'est pas juste de l'examen comment dire, d'élèves dans des tubes à essai. Oui, tout à fait. L'héritage de Durkheim, d'ailleurs comme de toutes les grandes œuvres, est un héritage multiple, où chacun peut trouver un peu ce qu'il veut. À la fois, il y a un aspect très instituant, parce que Durkheim accompagne aussi la stabilisation de la République. Il participe de ce mouvement-là. Il faut doter l'école d'institutions fortes, parce qu'on craint des réactions, on craint des restaurations, et donc l'école est un instrument politique qui permet d'asseoir un certain nombre d'idées. Donc il a cet aspect-là très, très dur à instituer, mais pour autant, il n'est pas d'un déterminisme strict, comme on peut le penser parfois. Il y a une visée éducative chez lui. Il s'agit aussi de rendre les enfants autonomes, même si aujourd'hui on pense qu'il y a d'autres voies et moyens pour y parvenir. Deuxième grand nom à mémoriser, on est quoi, allez, 50 ans après Durkheim à peu près, c'est celui de Pierre Bourdieu. On dit couramment que l'école échoue à atténuer les inégalités sociales. Il est le premier, alors peut-être pas le premier d'ailleurs, vous allez me dire, mais en tout cas, quand il le dit, et notamment avec son collègue Passeron, ça marque une borne très très importante dans la connaissance du fonctionnement du système éducatif. Tout à fait. Alors lui-même s'inscrit en partie dans le sillage de Durkheim, bien évidemment, mais la différence, c'est qu'à l'époque de Durkheim, il s'agit d'intégrer tous les enfants à la nation. On est dans une période de nationalisme, et il s'agit d'universaliser, vous savez ce qui est arrivé à la langue bretonne, à l'occitan, un certain nombre de choses qu'on appelait des patois à l'époque. Il est interdit de cracher, de parler breton, ce qui je crois était faux d'ailleurs, mais on prétend qu'il y avait ça affiché dans les écoles sans avoir jamais pu le prouver. Mon papa, qui a été élevé en occitan, l'école dans laquelle il était, on mettait une quille pendue au cou de l'élève qui avait parlé au patois pendant la création. Voilà. Donc c'était un mouvement rapide, très très rapide par rapport à des pays qui nous environnent, je pense à l'Espagne ou d'autres, dans lesquels les langues régionales sont plus vivaces. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a cet aspect d'intégration. La problématique de Bourdieu est différente parce qu'elle s'intéresse plus simplement à l'unification de la nation, mais à la question de la fragmentation, au contraire, c'est-à-dire des inégalités sur lesquelles il nous a pas mal dessillé, dans la mesure où il montre que ce qu'on peut appeler aujourd'hui le mythe méritocratique, c'est-à-dire l'idée que l'école donne une chance égale à tous les élèves parce qu'elle donne les mêmes cours au même moment avec des programmes nationaux, etc. Cette méritocratie a un peu du plomb dans l'aile, et en réalité, il y a des reproductions
production, pour employer un des termes qu'il a consacré, des stratifications sociales à l'école. Tout ça est montré par Bourdieu. À grands traits, l'idée, c'est qu'on est déterminé par ses origines sociales, son milieu, mais elle est quand même bousculée par le fait que les individus font des choix et que dans le même milieu, les gens ne font pas toujours exactement la même chose. Et nous voici auprès de Boudon, qui lui pense que les inégalités proviennent de l'agrégation d'actions individuelles et pas seulement de la structure sociale. Et là, c'est un peu l'œuf et la poule. Bon. Oui, c'est un peu l'œuf et la poule. D'ailleurs, l'un et l'autre système ont ceci de commun que c'est ce qu'on appelle des systèmes holistiques. C'est-à-dire qu'ils essayent de tout expliquer à la fois. Ils essaient d'avoir un modèle explicatif global, mais avec évidemment des inflexions différentes. Alors, Bourdieu, on ne va pas rentrer dans les détails, mais a lui-même des problèmes par rapport à l'habitus, parce que est-ce que ce qu'il appelle l'habitus, qu'on pourrait traduire très rapidement par habitude, puisque c'est la même famille, est-ce que ces habitus nous contraignent complètement parce qu'ils sont la façon que nous avons d'intérioriser les structures sociales extérieures, ou bien est-ce qu'il y a un peu de mou et qu'il y a des habitudes, vous savez, on appelle ça les refs aujourd'hui. T'as la ref. Oui, mais c'est un peu ça, c'est les références, ce qui nous est naturel. Boudon, on part un peu de l'autre point de vue, et il se situe notamment lorsque les individus sont en situation de choisir l'orientation, la série, etc., où ils se comportent en effet comme des individus, et pour lui, c'est l'agrégation des choix individuels qui va constituer le phénomène. Si je décide d'aller à la plage aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est une décision individuelle, mais ça va finir par faire un embouteillage si tout le monde a la même idée que moi au même moment. Voilà, c'est un peu une façon de composer à l'envers le social. Et si tout le monde veut aller dans les grandes écoles, ou si toutes les personnes du même milieu veulent aller dans les grandes écoles, ça va faire la même chose et ça aura des effets sur le système éducatif. Ça, c'est pour les classiques. Depuis 20 ans, la sociologie, elle s'est intéressée à bien d'autres objets, elle s'est mélangée avec d'autres disciplines. La psychologie, que vous avez déjà citée, ça faisait belle lurette. Il y a des champs absolument nouveaux qui sont apparus dans vos disciplines. Par exemple, tout l'intérêt pour les émotions. Oui, ça c'est en effet une tendance nouvelle. Alors il y a des sociologues importants aujourd'hui, je pense à Eva Illouz, qui publie ces temps-ci quelque chose sur les émotions, alors pas dans l'école, mais dans la société, ce qui montre bien que c'est une problématique transversale. En effet, il s'agit de revenir vers la singularité et ne plus penser la totalité. Et par exemple, la façon dont les élèves apprennent à endurer, à savoir que la mauvaise note d'aujourd'hui est une promesse de meilleure note demain, etc. Tout ça fait partie d'une sorte de morale plus ou moins implicite de l'école, mais qui façonne des émotions et pour lesquelles tous les élèves ne sont pas identiquement façonnés par les milieux sociaux. On connaît, pour le dire de manière un peu caricaturale, le cas des garçons d'origine populaire qui ont l'habitude de travailler à l'arrache, c'est-à-dire la veille au soir, voire le jour même, voire pendant l'épreuve, et qui disent lorsqu'ils reçoivent une évaluation, celle-là je la mets au panier et demain demain sera un autre jour. Voilà. Il y avait la question du rapport au temps. Je crois que c'est Stéphane Beau, il y a fort longtemps maintenant, qui avait fait des toutes premières études autour des bacheliers professionnels du côté de Sochaux, et qui décrivait de manière très intime et passionnante ce rapport au temps. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'était de la sociologie, alors pas statistique pour le coup, pas théorique non plus, enfin, même s'il y avait un substrat théorique. C'est à un moment donné, la sociologie, elle s'intéresse aussi aux gens, elle va rencontrer, elle fait. On est à la lisière du. Vous n'allez pas bien le prendre, mais on est à la lisière du journalisme. Non, pas du tout. Voilà. Je prends ça très bien. Non, mais vous peut-être, mais il y a des collègues à vous qui le prennent mal. Il y a du journalisme intelligent. Et d'ailleurs, ça a développé des méthodologies plus qualitatives, puisque on va faire de l'observation, on suit sur des longues durées, des cohortes, etc., ce que fait Stéphane Beau. Et ça donne des résultats qui ne contredisent pas les résultats de l'enquête statistique classique, mais qui l'enrichissent. Et qui l'éclairent énormément. Enrichissement réciproque. Avant même de se jouer dans un milieu social, l'éducation, elle se joue à la maison, vous venez de le dire, c'est le rôle des familles. Et là, depuis à peu près 25 ans, la sociologie se passionne pour le sujet. D'ailleurs, avec une bascule, on est passé des parents aux familles. Donc, c'est la façon de sociologiser la chose. C'est-à-dire que d'un coup, on a affaire à un système, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je crois que ça aussi, il ne faut jamais séparer les évolutions scientifiques des évolutions sociales. Il se trouve que l'école républicaine, dont je parlais tout à l'heure, et je vais encore caricaturer un peu, mais nous n'aurons pas vraiment le temps d'entrer dans les finesses, l'école républicaine a voulu tenir les parents à l'écart de l'école. Et cette tendance est encore lourde aujourd'hui. On peut le montrer sur des tas de... Elle se construit là-dessus. C'est le fameux, depuis même Condorcet, les discours au moment de la Révolution, à l'école, l'instruction, à la famille, l'éducation. Voilà. On vit encore à tel point que la France invente un rôle qui n'existe dans aucun pays du monde, qui sont les conseillers principaux d'éducation. Des gens qui sont payés dans l'éducation pour ne pas enseigner. Voilà, on touche là un peu le paradoxe. Donc, l'école, les parents sont éloignés de l'école, mais depuis les années 90-2000, avec ce qu'on a appelé le changement de paradigme de l'élève au centre, on se rend compte ou on imagine que les familles doivent pouvoir accompagner
Ne serait-ce que parce qu'on a des difficultés à réussir la scolarité de masse. Hein. On veut mettre les familles dans le coup. Et là, on se trouve vraiment devant des difficultés. Pierre Perrier a appelé ça, spécialiste de la sociologie des familles, a appelé ça une espèce de mouvement de balancier. On demande aux familles de devenir coéducatrices, hein, avec tous les problèmes que ça pose. Et on le met même dans la loi, puisque 89, vous parliez de l'élève au centre, c'est à ce moment-là. Et si je me souviens bien, la coéducation, c'est également à ce moment-là. Épisode qui a été un peu accéléré, accentué pendant la période Covid, hein, dans lequel on a développé l'idée de continuité éducative, les parents devant être susceptibles de prendre le relais d'enseignants qui étaient eux-mêmes cantonnés dans leur propre maison. Et c'est là que un certain nombre de parents se sont rendus compte qu'enseigner, c'est pas si simple que ça. Tout à fait. Patrick Rayoux, la sociologie de l'éducation tout court, c'est un que sais-je qui vient d'être réédité. C'est un classique, hein, déjà, des que sais-je. Je crois que la première édition date de 2015. Voilà, donc ça a 10 ans. Il vient d'être réédité. On va se retrouver juste après l'anti-sèche. Vous savez ce que c'est avoir des yeux en peau d'anchois? Ouais, bon, moi non plus, je ne sais pas, on demande à Catherine Maury, l'anti-sèche. Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous retrouver. On tourne toute cette semaine autour de ce formidable ouvrage paru chez Larousse, Au bonheur des expressions françaises, illustré par Tiphaine Desmoulières. Et dans ces expressions, il y a avoir les yeux bordés d'anchois. J'ai essayé de visualiser le truc. Oui. Je me suis dit, on ne doit pas avoir l'air très en forme. Ça doit vouloir dire ça, non? C'est ça, on a le bord des yeux rouges. On a fait la fête, on a bu, on a dansé, et le lendemain, des illusions. On a une allergie. Oui, non, oui, ça peut être dû à une allergie, ça je ne sais pas. Mais enfin, voilà, c'est le bord des yeux qui sont rougis. D'autres expressions renvoient à notre corps. Il y en a plein. Plein. Avoir une patinoire à poux. Eh bien, c'est être chauve. Voilà, quand on est chaud, voilà, donc les poux, parce que le petit pou, il glisse et ils vont sur la tête du voisin. Donc finalement, voilà, donc quand on est chauve comme un genou, on dit ça aussi, ça a des avantages. Donner sa langue au chat, ça vient d'où, donner sa langue au chat? Ça, tout le monde la connaît. Alors, au XVIIe siècle, Madame de Sévigné dit « jeter sa langue au chien ». Donc, au chien. Au chien. Donc, vous voyez, en fait, c'est une expression, c'est mignon donner sa langue au chat. On pense que sinon, ça ne l'est pas du tout. C'est très cruel. Vous n'avez pas la réponse, votre langue ne vous sert donc à rien, on la coupe et on la donne à manger au chien, et ensuite on est passé au chat. Donc c'est un renoncement très brutal, très désagréable. Ah oui, c'est vraiment violent comme expression. D'accord. Et le chat, ça revient au 19e siècle, je crois. Oui, ça arrive après, ouais. Perçu comme un animal plus secret, le chat. Avoir du sang de navet. Alors avoir du sang de navet, c'est être un peu mou, un peu lâche sur les bords. C'est l'inverse de quelqu'un qui va être sanguin. Voilà, donc le navet, il est tout blanc, il n'a pas de sang, hein, il est tout pâle. Donc voilà, donc quand on a du sang de navet, c'est qu'on est un peu faible, un peu lâche. D'accord, ne pas se moucher du coude. Là alors encore, ça, c'est une drôle. image. Oui, alors... On a tous appris à le faire avec le Covid, hein, je vous signale. Oui, voilà, c'est devenu à la mode. Ouais. Mais sous l'Ancien Régime, quand on était de la bonne société, on avait toujours un petit mouchoir en batiste avec des dentelles pour se moucher si on avait envie. Et quand on appartenait au peuple, eh bien, on avait éventuellement une chemise avec des manches longues, et donc on se mouchait dans le coude de la chemise. Et donc, celui qui ne se mouche pas du coude, c'est celui qui est un peu prétentieux. C'est-à-dire qu'il va se donner des grands airs. Lui, il n'est pas du genre à se moucher du coude. Il sort son mouchoir en batiste brodé. Voilà. Et comme on va dire vulgairement, il pète plus haut que son cul. C'est l'équivalent. Vous auriez pu commencer par là. Avoir un nez à piquer des gaufrettes. Alors, c'est avoir un long nez. Voilà, comme Cyrano. Vous voyez, Edmond Rostand. Genre. Ah bah plus long, hein. Ah ouais, quand même. Vous piquez pas des gaufrettes, là. Ah mince. Patinoire à poux, pas plus. Ah bah non. Encore là, vous avez du cresson sur le caillou. Oh, j'espère. Et voilà. Donc c'est un nez comme ça. Voilà. Un nez, voilà. Super. Avoir un bœuf sur la langue. C'est comme si on avait avalé sa langue. Donc, vous voyez l'image. Si on a un bœuf sur sa langue, on ne va pas être très bavard. Et donc on ne va pas parler. Voilà. Donc, c'est comme si on avait avalé sa langue. Oh, parce que le bœuf pèse lourd. Pouvoir manger enfin la soupe sur la tête de son voisin. Ça, on la connaît, parce qu'on est très grand, c'est ça? On est très grand. Donc c'est assez rigolo comme image aussi. On va poser son assiette sur la soupe du voisin. Sur la tête du voisin. Des expressions françaises. C'est sorti chez Larousse. Merci beaucoup. Catherine Maury, vous êtes, je le rappelle, dans le civil, professeur de français. Je signale aussi qu'il y a plein de thématiques dans ce Au bonheur des expressions françaises. Alors, Larousse a eu l'idée excellente pour les passionnés de certaines sous-thématiques de faire un spécial animaux avec du coq à l'âne. C'est un extrait, hein, c'est un best-of en fait, des expressions du Au bonheur. Mais comme ça, si vous adorez les animaux, je vous le montre quand même vite fait parce que regardez, c'est vraiment pour toutes les générations. C'est évident pour les adultes, ça va vous plaire, mais ça peut aussi fonctionner pour les enfants. Bien sûr, bien sûr. De leur raconter, parce que vous avez un talent absolument considérable aussi pour rédiger des petits textes extrêmement drôles sur chacune de ces expressions. On se retrouve demain pour une petite dernière. Volontiers. C'est justement une expression sur les animaux. Que signifie avaler comme un coucou? Rendez-vous demain avec Catherine Maury pour leur grand oral. La suite.
Les sujets d'études de la sociologie, ils évoluent absolument en permanence. On en parle avec Patrick Rayoux, auteur de Sociologie de l'éducation et de bien d'autres ouvrages et études, bien sûr, mais tout récemment de Sociologie de l'éducation, ce que sais-je, qui est sorti au PUF. C'est la 3e édition. Il y a d'autres sujets sur lesquels on sait tous quelque chose, et ça, on le doit là encore à la socio, c'est les inégalités de réussite liées au genre et la question de la diversité. Je commence par le genre. Il y a une borne assez importante. Elle date d'il y a 30 ans. Moi, je me souviens l'avoir lu à l'époque. C'était un livre de Baudelot-Establé qui s'appelait « Allez les filles », qui disait « Les filles réussissent mieux que les garçons », etc., etc. Bon, on n'appelait pas du tout ça une problématique de genre, pour autant que je m'en souvienne, il y a 30 ans. Mais à un moment donné, on commence à s'intéresser à la réussite différenciée des garçons et des filles. Ça prend un peu le relais de ce que nous disions auparavant sur la question du mérite, dans la mesure où on se met à soupçonner le fait qu'il ne suffit pas de mettre des élèves devant les mêmes tables, les mêmes programmes, etc., pour qu'ils réussissent et pour qu'ils aient des chances égales. La question va naturellement se poser pour les jeunes filles. Baudelot-Establé signalait à l'époque quelque chose qui peut paraître une curiosité, à savoir que les jeunes filles, à l'époque où ils écrivent, commencent à être majoritaires dans les études de médecine, par exemple. Mais quand on regarde de plus près, elles n'occupent pas les spécialités les plus prestigieuses, elles sont plutôt dans la médecine scolaire, dans la médecine du travail. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'étudier ce découplage qu'il peut y avoir entre les capacités cognitives des filles qui sont des hommes comme les autres, je dirais, et celles des garçons, et le fait qu'il y a en effet des inflexions au cours de leur trajectoire. Alors, qui vont mettre là aussi en jeu des modèles sociologiques différents. Certains vont parler plutôt en termes d'acculturation, de manière d'être préformatés par la culture familiale, scolaire, etc. D'autres vont parler, je pense, à des gens qui sont plutôt dans le sillage de Boudon, en termes de calcul. Les jeunes filles vont comprendre à un moment donné que les efforts qu'elles consacrent à l'étude ne vont pas être récompensés parce qu'un jour elles vont être mères, qu'elles vont avoir la plupart des tâches domestiques à la maison, plafond de verre, double journée, voilà. Et donc elles investissent à hauteur du meilleur qu'elles pourront obtenir. Tout à fait, voilà. Donc voilà cette sociologie. Alors du genre, pourquoi ? Parce que c'est aussi la naissance des études de genre aux États-Unis en particulier, qui se mettent à sociologiser la notion de sexe en disant, bien évidemment, il y a du sexe biologique, mais ce sexe, il est socialement construit, réaménagé, orchestré, etc. Et Paris 8, l'université, vous êtes professeur émérite, qui est le premier lieu de destination en France de ces approches-là depuis des années, aujourd'hui encore d'ailleurs. On sait, on l'a dit, que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, qu'elles n'en tirent pas forcément profit dans la vie professionnelle. On sait aussi que les enfants issus de l'immigration réussissent moins bien, mais pendant longtemps, ça n'a pas été simple à prouver scientifiquement parce que les statistiques ethniques sont interdites en France. Alors vous citez quelques études. Moi je me souviens là encore parce que je l'avais lu à l'époque de celle de Georges Felouzis qui avait fait un peu scandale. Et Le Monde d'ailleurs à l'époque avait fait toute une page sur son étude faite sur des collèges à Bordeaux qui disait les enfants issus de l'immigration réussissent moins et en même temps disait oui mais alors c'est pas très bien parce qu'il en fait il a fait des statistiques ethniques sans le dire et on n'a pas le droit quoi. Oui, alors il y a plusieurs questions. La première, est-ce que les enfants de l'immigration réussissent moins ? Non. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Absolument, ça dépend du milieu d'origine. Ça dépend du milieu d'origine. Bien sûr, vous avez... Ça dépend aussi de la migration. Absolument. C'est pas la même chose, la migration cambodgienne d'enfants d'intellectuels qui ont fui le génocide de Pol Pot et qui sont venus, pour certains ici, dans le 13e arrondissement de Paris. D'enfants soudanais dont les parents étaient fracassés par la guerre. Donc là, la sociologie nous apprend contemporaine à déglobaliser cette question-là, mais bien évidemment pour toutes sortes de raisons, de façon générale, les conditions de vie des immigrés, mais aussi leurs perspectives. Le fait de ne pas avoir le stage que vous souhaitez parce que vous êtes un peu crépu, que vous n'avez pas le bon nom. Il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus en aveugle. Et qui malheureusement continuent à montrer. Voilà, de testing qui montrent qu'avec le même CV, vous avez des réponses tout à fait différentes. Donc tout ça se manifeste dans l'école, mais ne provient pas que de l'école. L'école, elle est quand même toujours dans une société, même si elle a des règles de fonctionnement un peu à part, et parfois même un peu bizarres. Elle ne peut pas elle-même effacer tout ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien faire. Donc oui, il y a ces phénomènes-là. Il y a aussi des problèmes de couches d'immigration. Je crois qu'on a montré aussi souvent que les premiers immigrés sont porteurs d'un projet de réussite extrêmement fort qui fait que les gens avalent un peu des briques et surperforment, alors que leurs enfants qui sont là installés, qui n'ont pas été portés par ce projet puisqu'eux n'ont connu que la périphérie des grandes villes et se sentent
sentent d'une certaine manière marginalisés à l'école sont moins porteurs d'un idéal d'ascension sociale. Autre idée, Patrick Railloux, largement répandue dans l'opinion, celle qu'il est très difficile de réformer l'éducation nationale. Pourtant, elle bouge, cette éducation nationale. Et alors, vous consacrez tout un passage dans le livre à un phénomène qu'on trouve maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est les dispositifs. C'est-à-dire, on ne fait plus une grande réforme, une grande loi, alors on essaye bien, hein, mais finalement, ça a peu d'effet sur le terrain. En revanche, dispositif, multiplication des sigles, voilà. Et ça, la sociologie s'intéresse aussi aux effets que ça produit, notamment du côté des personnels. Oui, tout à fait, elle s'intéresse à ça. Alors, d'une certaine manière, l'école paie là, enfin, c'est le prix à payer de son succès, parce que c'est un poste, un ministère tellement important dans notre système éducatif que les réformes sont toujours extrêmement politisées. Et que donc, souvent, avant même qu'on essaie de discuter de la pertinence du dédoublement en CP ou de je ne sais quelle mesure particulière, les grands camps politiques de notre pays se mobilisent et, d'une certaine manière, paralysent un peu des réflexions un peu argumentées sur la question. Du fait qu'il est devenu difficile de réformer, qu'ont tendance à faire les ministères qui se succèdent, ils ont tendance à passer par des dispositifs, c'est-à-dire par des choses contraignantes. De la même manière que les gendarmes couchés vous empêchent d'aller trop vite sur les routes, on va créer des nudges, comme on dit, des espèces de dispositifs qui vont contraindre les acteurs à faire certaines choses plutôt que d'autres. En termes d'orientation, en termes d'inscription ici ou là, en termes de... la plateforme Parcoursup est un des dispositifs qui modifie fortement, y compris la signification du baccalauréat, alors qu'une réforme du baccalauréat aurait été impossible, je crois. Absolument. Si on est, parce qu'il a quand même vidé le baccalauréat de son sens, pour dire les choses un peu cash, et imaginons la tête d'absolument tout le monde si Mir s'était arrivé en disant, en gros, je supprime le baccalauréat. Ça a évité beaucoup de manifestations, Mais en fait, la fonction que le baccalauréat remplissait hier, qui était celle de donner accès à l'enseignement supérieur, maintenant c'est le contrôle continu. Voilà, alors après, la question est de savoir si ces dispositifs sont incohérents et faits un peu à la va-vite et les uns après les autres, ou si, comme le montre Xavier Ponce, qui écrit là-dessus, c'est des dispositifs puzzle, c'est-à-dire que vous avez chaque pièce du puzzle qui en elle-même ne signifie pas grand-chose, mais ça fait système. Pour quelqu'un qui a un point de vue de surplomb, on voit l'effet de système. Et la deuxième caractéristique qu'il dégage, c'est que nous sommes dans du puzzle accéléré. Il note sur une frise du temps le nombre de réformes. Alors, de réformes par dispositif qui se sont accumulées, et l'accélération est absolument vertigineuse, à la mesure d'ailleurs du nombre de ministres de l'Éducation nationale qui se succèdent sur ces postes extrêmement politiques et pour lesquels il est difficile de concevoir une approche curriculaire que peut suggérer la sociologie, qui soit une façon que la nation pense davantage dans le temps les finalités et mette autour d'une table pour en discuter sérieusement. L'approche curriculaire, je résume sous votre contrôle, est probablement très bien. Enfin, c'est l'idée qu'il faut définir à la fois des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui devraient être connus, sans forcément rentrer, comme on le fait aujourd'hui, dans des programmes hyper détaillés, où à telle heure, tout le monde en France étudie la même chose de la même façon. Il s'agit, non, c'est tout à fait ça. Il s'agit de fonctionner un peu à l'envers, comme ça a été tenté en 2015, mais ça n'a pas duré longtemps, où la nation définit un socle, définit des objectifs, et les disciplines, en deuxième main, je dirais, disent, non pas nous voulons tant de coefficients d'heures et de contingents, mais que pouvons-nous apporter notre contribution pour atteindre ce fameux socle. D'autres pays le font, nous n'y sommes pas. J'ai tant de questions à vous poser. Il y a un autre mot qu'on utilise désormais tous très couramment, c'est celui de décrochage, qui s'est substitué à celui d'échec scolaire. Mais quand on change échec par décrochage, ça change complètement finalement la perception qu'on a du sujet. Oui, alors pendant tout un temps, l'échec scolaire n'est pas une innovation du XXIe siècle. Par définition, l'école engendre de l'échec, plus ou moins. La figure sympathique du cancre épanoui près du radiateur, mais sec lors des examens, nous la connaissons tous. Elle a été scénarisée, etc. Chantée par Jacques Prévert. Par exemple. Là où ça change, à mon avis, c'est lorsque ce fameux changement de paradigme qui vient de la loi Jospin et de l'idée de l'élève au centre du système éducatif, les élèves, alors à tort ou à raison, sont proclamés auteurs de leur propre destinée à l'école et sommés, mais selon les grands standards européens de l'UNESCO, c'est un mouvement qui n'est pas simplement hexagonal, de prendre en charge leur propre avenir, leur propre destinée. Voilà. Et à ce moment-là, c'est pas la même chose de dire j'ai été orienté, c'est pas la même chose de dire on m'a
bousculer à l'examen, etc., que de dire je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait le choix des bonnes options, j'ai décroché. Il y a donc un transfert de responsabilité et du point de vue subjectif. Voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs la sociologie, elle est obligée de s'intéresser aux émotions, parce que c'est pas la même chose pour un élève de pouvoir dire que je suis victime du système ou je suis victime de moi-même. Voilà, j'ai pas réussi parce que je suis fils ouvrier ou j'ai pas réussi parce que je n'ai pas travaillé au moment où il le fallait. Et d'ailleurs, décrochage, un certain nombre de personnes ont essayé de le remplacer par décrocher, en disant qu'en fait, non, c'est quand même le système d'école qui n'a pas on parle aussi, de décrocher de l'intérieur, c'est-à-dire les élèves qui sont toujours là mais qui n'y sont plus d'une certaine manière. On disait les présents absents à l'époque. Je lisais plus de bouquins sur le sujet, mais j'ai relu celui-ci, absolument passionnant. Patrick Rayoux, Sociologie de l'éducation, c'est un que sais-je. Je vous le disais, et vous avez dû le sentir en écoutant cette émission, en écoutant Patrick Rayoux, plein de choses qui éclairent la sociologie. Ce sont des choses qu'on peut se dire en famille, qu'on peut se dire quand on discute entre amis des questions d'éducation, ou même parfois à l'école. Et donc c'est pour ça que c'est passionnant d'avoir les refs. Les habitus. On vous en a donné quelques-uns. On va à la cantoche toutes les semaines. Ça vous restez avec nous? Avec plaisir. Bon, c'est cantoche santé, cantoche infirmerie aujourd'hui. Sandra Ferreira. Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec vous. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Avec vous, on parle plutôt alimentation. Aujourd'hui, on va parler santé et alimentation. Ceci étant, on relie quand même les deux sujets, thyroïde et dysfonctionnement chez l'enfant. Petit rappel, la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande quelque part par là, qui se trouve à la base du cou, en forme de papillon. Vous savez que je suis moins précis en thyroïde qu'en sociologie de l'éduc, quoi. Ouais, c'est par là, ouais. C'est bien, déjà. Je ne l'ai pas mise là, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, elle est en forme de papillon, à la base du cou. Elle va diriger plusieurs éléments dans le corps, alors que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, il va y avoir la croissance, mais il y a aussi l'énergie, le cœur, le cerveau, la digestion. Et ça va permettre d'envoyer les hormones thyroïdiennes. Alors, si on en a trop ou si on n'en a pas assez, ça peut tout changer dans le corps. Et donc, dès l'enfance, on peut avoir des problèmes de thyroïde, lesquels? Oui, alors le plus souvent, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Ça veut dire l'hypothyroïdie, pardon. Ça veut dire la thyroïde qui est trop lente. Alors, chez le tout petit, c'est dépisté lors de la naissance. Vous, chers parents, ça doit vous rappeler le test du talon, le test de Guthrie, où on pique le talon du bébé. Ah, c'est pour ça? Alors, c'est pour ça et d'autres maladies, mais on le teste aussi dedans. Et alors, c'est rare, mais c'est vrai que c'est grave si c'est pas traité. Chez l'enfant un peu plus grand, on peut voir des signes comme la fatigue, une prise de poids sans explication. Souvent, ce sont des enfants qui ont froid en permanence, une croissance qui peut être ralentie ou parfois des troubles scolaires. Donc, qui ne sont pas liés directement à la thyroïde, mais plutôt à la fatigue et à tout ce que ça entraîne. Oui, bien sûr. Moi, on va quand même préciser. À l'inverse, non, parce que déjà qu'on leur met tellement de maladies aux enfants à l'école. À l'inverse, une hyperthyroïdie est possible chez l'enfant. Alors voilà, oui, l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse, c'est beaucoup plus rare là chez l'enfant. On peut voir très exceptionnellement des pertes de poids, une nervosité, des palpitations cardiaques, des tremblements, éventuellement des troubles du sommeil. De toute manière, dans les deux cas, le médecin fait juste une prise de sang. Voilà, on vérifie. Allez. T3, T4, TSH sont des termes que le médecin connaît bien pour poser le diagnostic. Alors, côté alimentation, que peut-on faire? Mais voilà, avec l'alimentation. Alors, l'alimentation ne va pas guérir un trouble de la thyroïde. Ça, il faut passer par des médicaments et ça, on voit ça avec votre médecin. Mais ça peut soutenir le bon fonctionnement de la thyroïde. L'iode, ça va être la base. C'est indispensable pour fabriquer ces fameuses hormones thyroïdiennes. Donc, du sel iodé, parce qu'il existe maintenant des sels de terre qui ne sont pas iodés, qui sont beaucoup moins intéressants. C'est écrit dessus, de toute manière. C'est le sel de mer, quoi. C'est le sel de mer, tout simplement. C'est pas le sel de l'Himalaya, quoi. C'est exactement. Le beau sel rose n'a pas d'intérêt. Le truc dans les restaurants du 11e, non, mais le bon sel de mer. C'est joli, mais plutôt le sel de mer. Les poissons, les fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, ça, c'est pour l'iode. On a aussi le sélénium qu'on va retrouver, parce que ça aide à utiliser ces hormones correctement. Vous me disiez, Emmanuel? Ça se trouve où? Eh bien, dans les noix du Brésil. Mais alors, attention, pas plus d'1 à 2 noix par jour, parce que c'est toujours pareil, il faut pas abuser. C'est très riche, ça. Alors, c'est riche et c'est tellement riche en sélénium qu'on pourrait créer l'effet inverse. Les poissons, les céréales complètes. Bon, vous allez voir qu'en fait, il faut manger équilibré. Le zinc, c'est essentiel pour l'immunité et les hormones. Viande, légumineuse, graines de courge et fer et vitamine B, parce que ça peut perturber la carence, la thyroïde. Viande, légumes verts, œufs, lentilles et fruits. Bon, c'est diversifié, mais sympathique quand même. Il n'y a pas d'interdit majeur. Non, heureusement, de toute manière. Vous aviez peut-être une question, mais en cas de suspension, on demande toujours au médecin.
Voilà. Pas de suspension. J'ai dit suspension. Ouais, j'ai entendu, mais c'est peut-être j'ai un petit problème de thyroïde. Non, je rigole. Oui. Bon, en tout cas, quand on a un problème de thyroïde, ça n'empêche pas de grandir et de se développer pour l'enfant. Heureusement, avec un trouble thyroïdien qui est bien pris en charge, il grandit, il se développe correctement, normalement, du moment qu'il mange varié, équilibré, il n'y a pas de souci. Et je rêve, vous, dans les pharmacies, on voit parfois des trucs genre spécial thyroïde, prenez tel médicament. Alors ça, je vous dis non tout de suite, surtout chez l'enfant. Toujours demander au médecin avant, ne vous laissez pas trop... Pas de poudre de perlimpinpin et pas de marchandisation des maladies. Ils peuvent parfois soutenir, mais il faut toujours demander au médecin, surtout chez l'enfant. D'accord. Voilà. Donc, super. Donc voilà, pas d'inquiétude en soi si jamais votre enfant est atteint d'un trouble de la thyroïde. Génial. Je vais procéder maintenant à un mariage des chroniques pour terminer cette émission, puisqu'on va à la fois parler d'alimentation et on va revenir sur la chronique, sur les expressions françaises de Catherine Maury. Je crois qu'en Occitanie, il y a une drôle, vous êtes originaire de là-bas. Oui. Et quand on a les yeux en peau d'anchois, vous dites qu'on les a... Nous, on dit en maigre de jambon. J'aime beaucoup. Vous aimez l'image? C'est du jambon maigre. C'est du jambon maigre, ça plaît. Ouais, elle aime bien. Je m'en doutais. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Sandra, merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick, Sociologie de l'éducation, que sais-je. PUF, ça vient de sortir, 3e édition. C'est un classique. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui, avec Thibaut Goury-Lafont au son et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.